April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Prime Team, bitch! Notre Karen Black-Zuni a bien fait couler le sang et nous allons pouvoir partir en Angleterre pour notre programme du jour, avec le film Asylum produit par la Amicus, société de production concurrente de la Hammer. Il s'agit d'un long métrage réalisé en 72 par Roy Wardbacker avec Robert Bloch au scénario. Pour rappel, il est aussi l'auteur du scénario de The Psychopath, le film au programme du 3e jour du calendrier. Tout comme dans Trilogy of Terror, il s'agit d'un film à sketch. Seulement ici, les segments sont liés entre eux. En effet, bien qu'Asylum soit constitué de 4 segments, une trame centrale les lie tous. Dans Asylum, le docteur Martin arrive dans un hôpital afin de remplacer le docteur Starr qui a quant à lui basculé dans la folie et ne peut plus assurer ses fonctions. Et afin de montrer toute l'étendue de ses talents de médecin, le docteur Martin devrait passer un curieux test d'embauche. Il va ainsi rencontrer plusieurs patients, entendre leurs récits et devra identifier le docteur Starr d'après leurs brefs témoignages, qui prendront vie à travers les différents segments du film. Ainsi, le docteur Martin rencontrera tour à tour 4 patients afin de mener son enquête. Une sorte de loup-garou grandeur nature, quoi. Et aujourd'hui, nous nous intéressons plus particulièrement à sa dernière et 4e rencontre, celle avec le docteur Byron, un neurologue qui a lui aussi basculé dans la folie, comme le docteur Starr, à croire qu'il s'agit d'une chose commune dans le mystérieux hôpital d'Asylum. Le docteur Byron vit à présent dans un monde fantasmé, où il fabrique des petites poupées qu'il dit vivantes. Il explique très calmement au docteur Martin qu'il a la capacité de leur insuffler la vie, et ce en les fixant droit dans les yeux avec insistance. Peu de temps après leur rencontre, le docteur Martin sera témoin d'une scène pour le moins étrange, où l'une des poupées en question prendra en effet vie. Asylum est un film à tiroir vraiment réussi qui, à la manière d'un whodunit, plonge le spectateur dans une enquête. Ici non plus pour retrouver un tueur ou son identité, mais identifier le docteur Starr d'après les dires plus ou moins fiables des patients. Loin d'être ma production favorite de la Amicus, il s'agit tout de même d'un long métrage idéal pour Halloween, mais aussi d'une véritable pépite pour les férus d'horreur britanniques. Le film est disponible sur Amazon Prime et il est aussi sorti en Blu-ray chez ESC dans la collection des British Terrors. Il est temps à présent de passer à la carte blanche. Aujourd'hui, c'est Arnold de la Grande Entrée qui va nous présenter la sienne. Je vous mets le lien vers sa chaîne en description. Chère Mylène, merci de me réinviter pour ton calendrier d'Halloween, la période et la fête que je préfère de toute l'année et qui ne saurait être décemment complète sans toi. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à Welcome Primetime Beach, c'est important, et pourquoi pas au passage à la Grande Entrée, la chaîne sur laquelle j'aborde en vidéo les thèmes du fantastique et de l'horreur au cinéma et en littérature. Les poupées, les poupons, les pantins, je vais être franc, c'est pour moi un artifice complètement éculé du genre de l'horreur. C'est un peu comme les clowns et les vieux, ça a jamais vraiment marché sur moi, ce qui m'empêche pas d'apprécier Chucky comme tout le monde. Aussi, quand Mylène m'a proposé le projet, mon premier réflexe a été de me tourner vers un épisode d'une de mes séries fantastiques favorites, Buffy contre les vampires, à savoir La Marionnette. Mais un autre intervenant du calendrier m'est passé sous le nez à mon grand désarroi. D'ailleurs, je sais pas encore qui t'es, mais t'inquiète, je le saurai, je vais venir hanter ta baraque pour me venger. Mais comme il y a toujours un mal pour un bien, j'ai finalement porté mon choix sur la série jumelle de Buffy, la très sous-estimée Angel qui, croyez-le ou non, est parfois supérieure à Buffy sur pas mal de points, entre autres en ce qui concerne l'épisode que j'ai décidé d'aborder aujourd'hui, issu de la 5e et dernière saison du show, les marionnettes maléfiques. L'histoire de cet épisode culte suit le vampire Angel et toute sa bande, alors en charge du cabinet d'avocats Wolfram et Hart, leurs plus acharnés adversaires. Alors que chacun tente de trouver ses marques dans cette infernale machinerie, l'équipe se lance dans une enquête particulièrement étrange, suivant des enfants retrouvés vidés de leur énergie devant leur télévision au moment de la diffusion de Smile Time, une série façon 5 rue Sésame, animée par un groupe de poupées qui vampirisent leurs forces. Parti enquêter au studio de télévision, notre héros aux canines pointues approche de trop près la vérité et est lui-même changé en poupée. De tous les épisodes d'Angel, Smile Time figure encore aujourd'hui dans le top 5 des épisodes favoris des fans de la saga, et c'est pas bien difficile de comprendre pourquoi. Les fans des séries de Joss Whedon ont l'habitude de voir ces personnages confrontés au moins une fois par saison à une menace plutôt cocasse, une dynamique ici encore plus amusante qu'elle touche directement le personnage principal, toujours très sérieux et introspectif, et qui devient donc le dindon de la farce. Une blague rendue d'autant plus authentique et savoureuse à l'écran que la marionnette d'Angel est manipulée par les équipes du studio de Jim Henson, le maître des poupées du Muppet Show.
La marionnette est d'ailleurs tellement réussie, reprenant avec une telle précision les mots renfrognés de l'acteur David Boreanaz, qu'elle parvient sans aucun souci à nous faire croire aux gags les plus absurdes. Car cette poupée agit comme un miroir déformant sur le héros de la série, la caricature d'un personnage que l'on connaît à ce stade absolument par cœur et dont Joss Whedon prend en réalité grand plaisir à se moquer. Un procédé qui permettra à Angel de découvrir tous ses défauts de caractère et à y remédier. Le but même d'un spectacle de marionnettes traditionnel en fait. Ce sens du décalage prend encore plus de sens au cours de séquences qui devraient normalement être particulièrement chargées en émotions, comme lorsqu'Angel tente de maladroitement confesser ses sentiments au personnage de Nina, sur le point de se changer en loup-garou et de le réduire en miettes, ou au cours d'un combat absolument épique entre Angel et Spike, son éternel rival. D'ailleurs, un de mes grands regrets de cet épisode est qu'on n'a pas la chance de voir James Marsters subir le même sort et être transformé à son tour en poupée, ce qui sera pourtant chose faite dans un comics sorti en octobre 2007 et nommé Shadow Puppets. Autre fait très agréable, et une dynamique que l'on retrouve assez souvent dans le Buffyverse, c'est que si l'épisode a beau être chargé en comédie, il est en réalité loin d'être con. Ainsi, on retrouve dans le fait que des poupées maléfiques ponctionnent l'énergie des bambins à travers leurs écrans une certaine critique de l'abêtissement provoqué par la télévision. De fait, les poupées qui vampirisent littéralement leurs victimes sont en quelque sorte un reflet parfaitement opposé aux vampires de la saga, ces méchantes poupées allant même jusqu'à transformer leur créateur en pantin afin d'accomplir leur sombre dessein, un personnage joué à l'écran par David Fury, l'un des producteurs de la série, façon d'effectuer une petite mise en abîme en forme de pied de nez à l'attention des plus avertis. En termes de mise en abîme, ajoutons à cela qu'Angel, normalement toujours dans le contrôle, se retrouve ici prisonnier d'un avatar de feutrine, un objet que l'on peut normalement manipuler à loisir, dans un contexte où lui et ses amis se demandent justement s'ils ne sont pas manipulés par le cabinet Wolfram et Hart, qui leur a littéralement remis les clés de leurs locaux en début de saison alors qu'ils ont passé la série entière à les affronter. Et toujours dans la mise en abîme rigolote concernant cette fois-ci la VF, j'aime beaucoup le fait que le personnage de Nox, lorsqu'il découvre le visage d'un des enfants déformé par un sourire, fasse cette réflexion. C'est peut-être le Joker ? Comme dans Batman, vous voyez ce que je veux dire ? Sachant que c'est le comédien Stéphane Rochowski, alors future voix du Joker de Heath Ledger, qui lui prête sa voix. Ah, et moi qui me croyais le roi des mauvaises blagues. Mais c'est le genre de choses qui n'amuse que moi. Enfin, Smile Time est aussi un épisode charnière pour les arcs narratifs de nombreux personnages, notamment sur le plan affectif. Fred et Wesley vont enfin s'avouer leurs sentiments respectifs, Angel, d'abord très réticent, accepte de s'ouvrir à Nina et de se donner une chance d'aimer à nouveau, et Gunn va passer un marché afin de conserver l'intelligence que Wolfram et Hart lui a conférée, au prix d'un sacrifice que toute l'équipe paiera lourdement dans la suite de la série, preuve ultime de manipulation. Je ne vous révèle pas la fin de l'épisode, mais sachez qu'il s'agit sans nul doute d'une des meilleures bastons tout public de l'histoire de la télévision, et au final, un des épisodes les plus décalés de tout l'imaginaire de Joss Whedon. Il me semble que vous pouvez le découvrir sur Disney+, à cette heure, et si vous n'êtes pas spécialement fan du Buffyverse, je vous encourage quand même à y jeter un œil et à vous laisser gentiment tirer les ficelles. Merci encore, welcome Primetime Beach. Joyeux Halloween tout le monde. Merci Arnold pour cette carte blanche, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2022.